Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Darbon, le directeur de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, ce qu'on appelle aujourd'hui Sciences Po Bordeaux. Donc, c'est bien sûr avec le plus grand plaisir que je vous accueille dans cet établissement. Ouais, je vais le coller sur le montant. Que je vous accueille dans cet établissement et je commencerai peut-être par une interrogation légitime. Mais que vient faire Sciences Po Bordeaux dans ses affaires d'intelligence artificielle et d'énergie? En gros, jusqu'à présent, on n'est pas vraiment connu pour former des ingénieurs et des techniciens. Je dis pas encore, mais bientôt. Jusqu'à présent, les Sciences Po Bordeaux interviennent dans ce genre d'événements, soit pour apporter la petite bénédiction des sciences humaines et sociales pour dire que finalement on a ouvert à l'interdisciplinaire, soit pour légitimer politiquement un processus. Donc, dans un processus de politique publique, il est nécessaire de faire intervenir à un moment donné des spécialistes des politiques publiques. Et donc, faire un petit coup de Sciences Po Bordeaux, c'est pas mal. Si cette réunion était organisée pour ces deux raisons, je ne serais pas là. Je me serais fait représenter. En réalité, les choses sont beaucoup plus sérieuses que ça parce qu'elles sont en train de changer radicalement. L'idée qu'il y ait des interactions constitutives entre les sciences humaines et sociales d'un côté ou les enjeux sociétaux d'un côté et les enjeux techniciens et techniques est maintenant, je l'espère, communément admise et elle nécessite des interactions et des compétences croisées de la part à la fois du monde de la technique et de l'ingénierie et du monde des sciences humaines et sociales. Les enjeux de l'IA ne cessent de se développer et de l'IA et de l'énergie. Et l'impact environnemental ne cesse de se développer, notamment en Nouvelle-Aquitaine, avec de grands projets que vous connaissez mieux que moi, mais il se trouve que hier, nous avions une réunion avec les présidents d'université et les directeurs d'école, et que ces questions ont été abordées avec une certaine franchise. Et donc, on voit que les choses sont à la fois évidentes dans leur avenir peut-être plus lointain, et beaucoup plus complexes à réaliser qu'il n'y paraissait à l'origine. Tous ces projets émergents se caractérisent par leur rapidité de leur développement, et ils soulèvent de nombreuses questions légitimes, en particulier sur le plan démocratique, environnemental et territorial. Le technique est devenu indissociable du politique et c'est ici que nous intervenons à Sciences Po Bordeaux. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe ici. Nous avons de plus en plus de recherches qui sont en cours et la chaire Trent qui nous accueille aujourd'hui sous l'animation de nos deux collègues Roche et Chailleux en est une des bonnes expressions. Il suffit de rappeler aussi que Jacques Ellul a enseigné dans non pas dans ce bâtiment évidemment, mais dans l'amphithéâtre juste à côté, d'où aussi le nom de cet amphithéâtre, et qui fut l'un des grands penseurs de la relation entre technique et société moderne et politique. Donc nous avons notre place à faire. Depuis quelques temps, la chaire Train donc développe de nombreux projets et de plus en plus de nos étudiants sont intéressés par cette thématique de l'environnement, des transformations technologiques et des transitions énergétiques. Et puis, depuis 3 ans maintenant, nous commençons à développer de nouvelles filières à Sciences Po Bordeaux, des filières associant sous forme de co-diplôme des écoles d'ingénieurs et des écoles et notre école. Donc, nous sommes en train de construire deux nouveaux trajectoires sur 5 ans, dans lesquels ces ingénieurs seront aussi des spécialistes de sciences sociales et de politique publique. Et on aura des gens de politique publique qui seront aussi diplômés de ces écoles d'ingénieurs. Je pense que le futur appartient à cette nouvelle génération qui prendra la gouvernance de la transition écologique dans le meilleur sens du terme, en ayant les compétences techniques pour pouvoir comprendre comment gérer une politique publique et en ayant les compétences politiques et sociales pour comprendre que la meilleure technique ne se suffit pas souvent. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici. Nous sommes persuadés évidemment de l'utilité de ce genre de débat démocratique qui s'insère aussi dans les conventions démocratiques et citoyennes qui sont montées notamment par notre collègue Mazarine Pinjot tous les ans maintenant autour de ces thématiques ici. Donc je vous remercie d'être présent. Je suis ravi des échanges et j'anticipe des échanges particulièrement riches. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible pour pouvoir en bénéficier parce que je suis loin d'être un spécialiste de la question et je bénéficierai beaucoup des travaux et des échanges que vous allez avoir. Donc merci et bienvenue encore une fois à Sciences Po Bordeaux. Merci.
Alors moi, je vais être assez bref. Déjà, vraiment, je suis au nom de la Chartrand ravi de vous accueillir aujourd'hui à Sciences Po Bordeaux pour cet événement qu'on a monté avec le Shift Project et le laboratoire bordelais de recherche en informatique, le Labri. Donc, depuis son lancement en 2019, la Chartrand cherche à rapprocher la recherche et les politiques publiques locales. Nous participons régulièrement à des débats publics sous l'égide de la CNDP sur l'énergie pour contribuer à l'éclairage et les discussions. Donc, ces derniers mois, c'est vrai qu'il y a un sujet est devenu incontournable, c'est celui de l'intelligence artificielle et plus particulièrement les questions liées à la sobriété numérique et à la souveraineté nationale, deux sujets qui vont être largement abordés ce soir. Donc, c'est un thème qui fait beaucoup parler, qui passionne les médias, les agendas politiques, mais aussi nos étudiants. Donc, c'est vraiment pour cela qu'on a souhaité co-organiser cette soirée pour partager des informations fiables, donner la parole à des experts de cette thématique, à des experts du terrain, afin d'enrichir notre réflexion collective sur ces enjeux. Donc, je tiens aussi profondément à remercier nos quatre mécènes, parce que la Charte Trent ne pourrait pas vivre sans ces quatre acteurs. Donc, le groupe NJ, la Banque Populaire, Bordeaux Métropole Énergie et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Enfin, la Chartrand, c'est avant tout un lieu d'échange entre l'industrie, la société civile et la recherche à différentes échelles. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'échelle locale et régionale. Il nous arrive aussi, de manière assez régulière, de travailler sur l'échelle transfrontalière et l'échelle internationale, notamment avec la région Euskadi et le Canada. Et tout cela dans une approche pluridisciplinaire, donc comme disait Monsieur Darbon, à la croisée des sciences humaines et des sciences sociales, mais aussi de plus en plus avec les sciences de l'ingénieur et les sciences de l'environnement. Bien sûr, un grand merci aux étudiants présents ce soir, hein, ceux de Sciences Po, bien sûr, mais aussi ceux de l'ENSAM, comme ceux de BSE de l'Université de Bordeaux. Et enfin, voilà, je tiens à pardonner mon collègue Sébastien Chailleux qui n'a pas pu être présent ce soir parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui médicaux. Mais en tout cas, voilà, sachez que la chaire Trend, c'est certes une chaire de Sciences Po Bordeaux, mais qui a vocation à rayonner sur tout le campus bordelais. Donc, si jamais vous souhaitez co-organiser des événements avec nous, avec Sciences Po, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Vous avez mes coordonnées dans le mail qui vous a été adressé. Et bien évidemment, nos cinq intervenants, je les remercie, hein. Donc, quatre en présentiel et un en distanciel, Clément Marquet, et bien sûr Cécile qui m'a aidé à la co-construction de cette soirée. Merci beaucoup, hein. Alors, pour faire rapidement, juste pour un peu vous situer, moi, en fait, je vais sortir ce truc-là. Euh, donc, moi, je suis consultante, je suis enseignante vacataire ici à Sciences Po Bordeaux et aussi à l'INPN SMAC, qui est représentée aussi aujourd'hui ici. Et je suis membre des Shifters, avec aussi quelques Shifters ici dans la salle. Et c'est à ce titre-là que Sylvain s'était adressé à moi, parce qu'au mois d'octobre 2025, le Shift Project a publié un rapport très intéressant que je vous conseille sur l'intelligence artificielle, données, calculs, quelles infrastructures dans un monde décarboné. Le Shift Project, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi? C'est en fait un think tank qui travaille depuis très longtemps sur la décarbonation de l'économie française, donc la transformation de l'économie française pour atteindre une économie qui soit plus compatible avec les problématiques énergétiques. L'actualité nous montre les grands enjeux qu'il y a avec tout ça et par rapport à l'impact sur le climat. Donc, le Shift travaille sur un très grand nombre de sujets et je vous conseille d'aller largement consulter les travaux du Shift qui sont en total libre accès dès que vous penchez sur un sujet qui a vaguement un lien avec l'énergie et le climat. Et donc, ça a été vraiment l'origine de ce projet. Et on a réuni autour de cette table, alors en premier déjà Aurélie Bugeaud, parce qu'en fait, Aurélie a travaillé sur ce rapport, a été une contributrice importante de ces travaux. Nous aurons aussi Clément Marquet qui est en Guadeloupe pour le moment et donc qui se présentera plus précisément tout à l'heure. Gianluca Marzilli qui est arrivé de Paris pour nous. Yann Pennec du conseil régional, enfin de la région, pardon. C'est pareil, ça marche.
et puis Raphaël Roger de la Banque des Territoires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une présentation d'Aurélie qui va un peu poser les fondamentaux. Et ensuite, chacun présentera un petit peu d'où il parle, sur quel sujet il travaille. Et puis, on engagera la conversation au mieux à l'intérieur des intervenants. Et ensuite, on vous donnera la parole. L'impératif absolu, c'est qu'à 19h20, il faut qu'on commence à sortir pour qu'à 19h30, on soit sorti du bâtiment. Sinon, vous passez la nuit ici. Voilà. Aurélie? Ah, ça ne va plus marcher. Hop, si, c'est bon. Voilà. Ah oui, il faut pas que je m'éloigne. Il y en a d'autres? Euh, Oui, donc effectivement, moi je vais on m'a un peu demandé de revenir un petit peu sur les résultats de ce rapport du Shift, et puis du coup je vais rajouter un peu quelques autres choses. Donc, moi je suis enseignante chercheuse au Labri, comme ça a été dit, au laboratoire d'informatique, et je m'intéresse aux enjeux environnementaux, aux conséquences de la numérisation, en général, plus largement même que l'IA. Principalement, c'est ça mes recherches. Donc, juste pour reposer le cadre, là, on parle d'IA ce soir, mais je vais aussi vous expliquer qu'on ne parle pas que d'IA. En fait, on parle beaucoup de numérique. Donc, l'IA, c'est quoi? Si on suit la définition de l'Union européenne, c'est la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, c'est-à-dire du raisonnement, de la planification, de la créativité. On fait beaucoup d'amalgames aujourd'hui entre l'IA et l'IA générative, etc. Donc, en fait, ce qu'on appelle IA dans le grand public aujourd'hui, c'est une petite partie finalement de ce qu'est l'ensemble de l'IA, de l'intelligence artificielle en réalité, et des méthodes mathématiques et numériques qui font l'intelligence artificielle. Et donc, les méthodes les approches qui causent principalement des discussions aujourd'hui et des problématiques, notamment énergétiques, comme on va le voir tout à l'heure, c'est principalement des méthodes d'apprentissage profond et aussi, surtout peut-être des d'IA générative. Pourquoi? Parce qu'il y a une adoption et une croissance très rapide euh, de ces deux types d'intelligence artificielle et qui a besoin de beaucoup de données et de capacités de calcul. Donc tout ça, là, hein, l'IA, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, IA générative, finalement, ça fait partie d'un plus grand secteur qui est le secteur du numérique. Et c'est très compliqué quand on va parler des questions énergétiques, environnementales, de différencier finalement numérique et IA. En fait, on ne sait pas trop le faire en vrai, hein, parce que on peut pas, tout, c'est pas déconnecté. Donc le numérique, ça représente 2 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est-à-dire à peu près du même ordre de grandeur que l'aviation. Donc, c'est quand même un secteur important et c'est, comme je l'ai dit, un secteur en très forte croissance. En France, en 2022, ça représenterait 10% de la consommation électrique et 4% à peu près de l'empreinte carbone. Le numérique, c'est quoi? C'est beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel. Donc, c'est composé de centres de données, dont on va principalement parler ce soir. Mais aussi de réseaux qui permettent de transmettre les données, hein, de transférer les données pour pouvoir les traiter. Donc les réseaux, c'est pas que les antennes qu'on voit, hein, c'est des millions de kilomètres de câbles terrestres et sous-marins. Et les terminaux, donc terminaux, les smartphones, les téléphones, mais aussi le frigo connecté, la caméra connectée, tous les capteurs connectés qui vont être dans des bâtiments, etc. Donc, comme je disais, on va surtout parler des centres de données. Il faudrait beaucoup plus de temps pour avoir le temps d'aborder aussi les problématiques liées aux terminaux et au réseau, mais faut certainement pas les oublier. Alors, et d'ailleurs, aujourd'hui, on a très peu d'études sur l'impact de l'IA sur ces croissances-là, hein, sur les croissances des terminaux et réseaux. Alors, si on zoome sur les centres de données et qu'on va regarder les questions électriques, en fait, ce qu'on voit, c'est une forte croissance de la consommation électrique des centres de données au niveau mondial ces dernières années. Alors, en fait, ça a plafonné autour de, on disait, 200 TWh pendant très longtemps. Et l'Agence internationale de l'énergie, notamment, était assez contente en disant, bah oui, les gains d'efficacité font que donc toutes les meilleures performances qu'on a sur les techniques de fabrication des centres de données, le refroidissement, les puces informatiques, etc., faisaient qu'on stagnait à 200 TWh malgré plus de calculs. Et là, il y a eu le boom de l'IA, justement, fait que, bah, en fait, depuis quelques années, on a une croissance très, très forte qui est apparue.
Et donc, si on se projette un petit peu dans le futur, donc même jusqu'à 2030 en fait, et puis ça continue ensuite, je vous ai pas mis les courbes jusqu'à plus tard, mais c'est prévu que ça croisse encore vraiment beaucoup. Donc, on a cette croissance énorme qui fait que, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait être au niveau mondial en 2030, quasiment au niveau de 2 fois la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans une décarbonation du secteur du numérique et on n'est pas du tout dans des scénarios de soutenabilité forte. Et conséquence en fait de ça, enfin, comme on a besoin, comme il y a de plus en plus de centres de données qui se construisent, en fait, bah, il y a besoin d'énergie fossile pour ces centres de données. On n'est pas sur de l'énergie décarbonée. Donc en 2024, environ la moitié des centres de données sont alimentés par avec des énergies d'origine fossile. Et il y a des réouvertures ou des ouvertures d'infrastructures qui sont liées aux énergies fossiles et en particulier le gaz naturel. Les grands acteurs ont l'objectif d'utiliser de l'énergie bas carbone en misant notamment sur les petits réacteurs, les SMR, sur la géothermie ou le nucléaire, mais ce sont des promesses à assez long terme, des choses qui ne sont pas forcément aujourd'hui totalement abouties en termes techniques. Et donc en attendant, on sait qu'on va forcément dépendre des énergies fossiles pour alimenter les centres de données en grande majorité, au moins la moitié, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe en France? Donc, je pense qu'on reviendra largement en France et notamment sur la région parisienne tout à l'heure, sur l'Île-de-France tout à l'heure. Mais euh, en fait, on a des données assez parcellaires parce qu'on manque de transparence des opérateurs, notamment parce que c'est très compliqué d'avoir toutes les données. Donc, et c'est pareil au niveau mondial, hein, d'ailleurs, c'est difficile d'avoir des estimations complètement fiables. Enfin, voilà, on fait un peu ce qu'on peut avec les données qu'on récupère. Il y a des divergences assez notables du coup entre les estimations de consommation. Quand les centres de données font du reporting de leur consommation, il y a des chiffres qui sont plus ou moins, on ne sait pas trop ce qui est pris en compte, ce qui n'est pas pris en compte, enfin voilà, et du coup ça peut donner des estimations, on voit un petit peu des ordres de données un peu variables, mais peu importe finalement les scénarios qu'on regarde et peu importe les données qu'on récupère, on voit qu'il y a une croissance de la consommation électrique des centres de données en France et on pourrait aller jusqu'à une consommation x4 par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire enfin, que ce soit consommation ou gaz à effet de serre, c'est pareil, une difficulté d'atteindre des objectifs de décarbonation du secteur. C'est difficile de bien anticiper la croissance parce on manque vraiment de transparence et de chiffres. Et ça, donc ces courbes que vous voyez, qui sont quand même, peu importe les scénarios, quand même en forte croissance, hein. Donc ça, c'était avant les annonces de l'IA. Pardon, avant l'annonce du sommet de l'IA qui a eu lieu en 2024 l'an dernier. Donc ça, c'était voilà. Ça, c'était après les annonces du sommet de l'IA. Et maintenant, depuis quelques mois, on a de plus en plus d'annonces de centres de données de plus en plus grands. Et là, ils sont pas dans ces courbes. Si on regarderait ce qui se passe en fait au niveau industriel en fait et des demandes de raccordement des industries, les centres de données représentent aujourd'hui la part principale en fait, enfin les plus grands secteurs qui demandent des raccordements à RTE, donc au réseau de transport d'électricité au niveau mondial. Donc ça, c'est les centres de données qui ont été raccordés depuis 2023. Donc ce sont ceux qui étaient déjà en service en fait. Ça, ce sont ceux en travaux. Vous pouvez voir, hein. Ceux signés pour 2025-2029, c'est ceux signés à partir de 2030. Alors, c'est pas parce qu'ils sont signés qu'ils vont. Donc, c'est des demandes de puissance, hein, de raccordement qui sont faites par les centres de données. Donc, on peut voir quand même la croissance du secteur, voilà, qui représente des demandes, enfin, bien plus importantes que ce qui était présent avant. C'est pas parce qu'ils sont signés aujourd'hui qu'ils vont aller utiliser cette puissance maximale. D'ailleurs, ce sera pas le cas. Ils vont probablement jamais atteindre cette puissance maximale, mais c'est réservé. Donc, ça peut poser des problèmes de répartition de l'électricité entre différents secteurs. Et en fait, bon, je vais pas forcément trop détailler, mais ce qui a été fait dans l'étude du Shift Project, c'était de montrer que les centres de données vont représenter, bon, si je regarde le deuxième, c'est la moitié en fait des consommations supplémentaires de l'industrie en 2030 et 2035. C'est-à-dire que tous les raccordements supplémentaires, on va électrifier. En fait, le but, c'est quand même d'électrifier pour décarboner. Il va falloir électrifier
beaucoup de secteurs de l'industrie. Et donc, il y a une grosse partie de cette électrification qui va aller au centre de données. Voilà, on dit. Alors, un autre problème, donc ça veut dire qu'il y a des conflits un peu sur, enfin c'est compliqué de savoir quelle industrie va avoir accès à l'électricité, etc. Et il y a aussi un autre problème, donc là pareil, je pense que le cas de l'Île-de-France sera mentionné tout à l'heure, mais c'est qu'il y a une forte concentration des centres de données. Les centres de données ils sont souvent assez regroupés, ce qui fait des fortes demandes dans des zones précises. Donc en Irlande, ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de construction de centres de données, notamment autour du Dublin, ce qui fait que, en fait, ils représentent 20% de la demande d'électricité en Irlande. Et puis aux États-Unis, bah aussi, enfin, dans 6 États, c'est au moins 10%, et puis en Virginie, 25%. Donc en France, on n'en est pas du tout là aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait le fait que les centres de données soient regroupés? Ben, ça fait qu'il y a une tension sur le réseau électrique. En Irlande, ils ont été obligés de mettre en place un moratoire sur les centres de données. Et puis, ça a des impacts sur la trajectoire de décarbonation des pays concernés ou des régions concernées. Et ça amène aussi des concurrences d'usage entre centres de données et autres secteurs, comme je disais tout à l'heure. Donc, se pose la question des arbitrages à faire entre les centres de données, l'IA et le reste. Alors là, je vous ai parlé centre de données numériques. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on ait le temps de discuter. Mais juste pour l'IA dans tout ça, en fait, je vais quand même revenir un tout petit peu sur l'IA dedans. Donc juste des chiffres comme ça sur l'IA. Donc l'IA, c'est plus de 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT par jour, source ChatGPT. Et nous, on vient de montrer qu'il y avait à ce jour environ 73 000 vidéos publiques, je dis bien publiques, donc sans compte payant, générées sur Sora. Euh, donc donc c'est beaucoup d'utilisation pour quand vous regardez les vidéos sur Sora, honnêtement, c'est pas forcément des usages qui, en tout cas à titre personnel, me paraissent essentiels. Mais bon, voilà. Euh, et donc, si on reprend les courbes de tout à l'heure, un petit peu, enfin ces courbes de croissance de la consommation électrique des centres de données, donc c'est les courbes bleues ou oranges suivant les scénarios que vous voyez ici. euh, Vous voyez que la part de l'IA, enfin l'IA est vraiment un driver très important de cette croissance, quoi. C'est l'IA qui fait vraiment augmenter la croissance. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont faits avec les données qu'on a, avec des euh, modélisations qui valent ce qu'elles valent. C'est à prendre avec des pincettes, tous ces chiffres, bien entendu, on est obligé de faire plein d'hypothèses derrière, mais quand même, ça montre des tendances très importantes, quoi. En termes d'offres et de demandes, donc idéalement, dans un monde idéal, on a les usages, on a une réflexion sur les usages qui fait qu'on va construire des infrastructures pour répondre à ces usages. Puis bon, effectivement, si les infrastructures sont un peu surdimensionnées, on peut éventuellement faire un effet d'offre et dire, allez, on va remettre des usages, etc. Normalement, ça s'équilibre un petit peu. On pourrait espérer que ça s'équilibre. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, en fait, avec l'IA. On construit beaucoup de centres de données, ce qui amène un effet d'offre qui va aller chercher des usages. Et donc, il y a beaucoup de travail sur trouver des usages, beaucoup d'énergie qui est mise à trouver des usages de l'IA. Donc, voilà. Il y a différentes initiatives, donc notamment, par exemple, Apply AI Strategy de l'Union européenne, dont on peut parler. Et aussi, donc voilà, je finis très rapidement sur les autres trucs qui me tiennent aussi beaucoup à cœur, en fait, qui vont bien au-delà de l'électricité et de tout ce que je dis avant. Donc, comme j'ai dit là, j'ai montré des courbes que sur les centres de données, mais vraiment, enfin, le nombre de terminaux qui vont avoir de l'IA intégrée, enfin, à quel point ça va créer des nouveaux matériels et tout ça, c'est vraiment pas négligeable. Ça va vraiment pas être négligeable en termes, enfin, c'est possible que ce ne soit pas négligeable en termes environnementaux. On verra. Et puis, donc, il n'y a pas que la consommation électrique en phase d'usage. Là, c'est ce qu'on a vu, c'est le centre de données construit, des courbes sur la consommation des centres de données. Euh, mais il y a toutes les autres phases. Donc, la fabrication, enfin, l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport et les déchets. Donc, fabrication des centres de données eux-mêmes, enfin, ou de mais aussi de tous les équipements numériques et notamment des GPU à l'intérieur des centres de données. Donc, tout ça, ça utilise des minerais, de l'eau, des fossiles, des énergies fossiles, et ça génère des pollutions de l'air, du sol et de l'eau qui vont bien au-delà des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et en fait, l'IA, enfin tout le numérique, en fait, il y a des effets qui sont liés à l'utilisation des interactions avec la société. Donc, on va faire des effets positifs d'optimisation
éventuellement de substitution de certains usages, mais il y a aussi des problématiques d'effet rebond. Je vais pas trop détailler ici, mais de création d'obsolescence, d'empilement d'équipements. Et puis peut-être plus important aussi à prendre en compte, c'est toutes les transformations structurelles et systémiques qui sont liées au développement des outils numériques et au développement de l'IA. Donc, changement des modes de consommation, addiction. On peut en parler, je ne l'ai pas mis ici, mais voilà, algorithmes de recommandation qui vont créer beaucoup d'addictions, donc des problèmes de santé aussi. On mentionnait ça tout à l'heure, santé mentale, santé voilà, humaine, des problématiques de production, de socio-économique, une accélération des flux, etc., etc. Donc, ce qu'il faut voir bien au-delà des effets directs, hein, c'est tous ces effets indirects qui sont liés au numérique. Et ça, c'est pour les ingénieurs dans la salle qui utilisent le mot IA frugal à mauvais escient. Je le mets, je vais repartir m'asseoir en le mettant, mais une IA frugale, c'est pas juste une IA qui est efficiente, c'est-à-dire qui a adopté de bonnes pratiques de conception et qui a été optimisée, mais c'est aussi une IA dans laquelle le bénéfice d'avoir recours à l'IA a été démontré avec une réflexion sur les usages pour lesquels sert l'IA et qui permettent, si possible, de rester dans les limites planétaires ou au moins de ne pas trop s'éloigner des limites planétaires. Voilà. Et ça a été défini dans une spec AFNOR, donc voilà, on peut se servir de cette définition. Merci Aurélie. Donc merci pour cette présentation qui a permis de caler, j'espère, pour vous tous ici, le sujet. Clément, est-ce que vous voulez vous présenter du coup et expliquer sur quoi vous travaillez? Comme ça, on fait le tour de table. Oui, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me réjouis que ces discussions aient lieu parce que c'est un sujet qui me semble particulièrement important parce que j'y travaille depuis longtemps. Donc moi, je suis chargé de recherche au Centre de sociologie de l'innovation de Mines Paris PSL. Je coordonne en effet un groupe de travail qui est interdisciplinaire sur les politiques environnementales du numérique. Et puis, je suis aussi enseignant-chercheur à l'école des mines. Et justement, l'enjeu, c'est de former des ingénieurs à des enjeux politiques et sociaux du développement technologique. Donc, ça croise une partie des préoccupations de Sciences Po Bordeaux à venir. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les centres de données. D'abord via des études très territoriales au nord de Paris, sur les premières oppositions qui ont eu lieu en France, à Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, contre justement une forte concentration de centres de données et avec des enjeux finalement qui sont assez proches des grandes préoccupations d'aujourd'hui, de où est-ce qu'on les met, à quelles conditions, quel rapport au réseau électrique, quels bénéfices locaux. C'était un petit laboratoire dont on a tiré finalement assez peu de conclusions, malheureusement, entre 2010 et 2015, on va dire. Ensuite, je me suis intéressé au développement des data centers à Marseille, donc au sud de la France, avec une autre configuration, plus contrainte spatialement et dans lequel on retrouve à la fois des oppositions, des problèmes d'électricité, mais là, des mobilisations qui vont davantage se nationaliser, on peut dire. On ne reste pas que à l'échelle du territoire, ce qui est aussi lié au moment qu'on connaît, hein, au moment IA, on va dire, à la prolifération des centres de données. Et en très brièvement, si je peux dire deux choses sur ce qui me semble important pour la discussion qui vient, je pense que on est, après 25 ans de développement des data centers, en fait, ces objets viennent d'entrer quelque part en 2025 avec le sommet de l'IA au niveau national. Avant, il y a une très faible attention des administrations centrales et des gouvernements pour les data centers. Et les territoires étaient assez seuls aux prises avec ces infrastructures et pas forcément avec les catégories on va dire administratives, les instruments de gouvernement utiles pour les réguler. Et au moment où il y a une grande accélération, on a donc une disjonction entre l'État, le gouvernement qui pousse tout le monde à accueillir des data centers et la capacité des territoires à justement avoir l'expertise nécessaire pour les recevoir, à quelques exceptions près, parce que l'Île-de-France a pris un peu d'avance et Gianluca Marzilli y reviendra. Et donc, on est dans une situation qui est relativement complexe, à mon sens, et qui pose un enjeu démocratique fort, parce que, comme l'a montré Aurélie, on a donc des enjeux environnementaux très importants, des enjeux d'adoption sociale derrière le push de l'IA qui vont donc transformer profondément notre manière de faire société, et on est en train d'appuyer sur l'accélérateur pour produire l'infrastructure matérielle sur laquelle vont reposer ces usages sans finalement qu'il y ait beaucoup d'espaces démocratiques dans lesquels on puisse discuter de ce projet politique et technologique.
qui est en train de se dérouler. Donc voilà pourquoi je suis heureux qu'il y ait une table ronde aujourd'hui pour avoir justement l'opportunité de discuter de ces enjeux. Je peux commencer pour me présenter. Oui, bah, moi, je suis Gianluca Marzilli. Je travaille en tant que chargé d'études au département urbanisme et aménagement et planification de l'Institut Paris Région, qui est une agence d'urbanisme qui a 60 ans d'histoire. On est plus de 200 collaborateurs et on travaille en support des politiques publiques à l'échelle de la région parce que c'est notre plus grand partenaire, mais aussi à l'échelle locale avec pas mal de collectivités, les départements, les EPCI en région francilienne. Depuis quelque temps, depuis presque une dizaine d'années, d'ailleurs, on s'intéresse à la thématique des data centers. On a publié plusieurs notes, des études. Et l'année dernière, on a lancé un observatoire sous les data centers parce que on avait constitué un référentiel, une base de données qui permettait de avoir une vision territorialisée de ces objets. Et on a finalement commencé à inventorier surtout les dynamiques en cours, surtout à travers un discours avec RTE, avec Enedis, avec les collectivités, avec les porteurs de projets, pour pouvoir un peu commencer à anticiper l'arrivée de ces projets. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est quelques-uns des data centers qui se trouvent sur le territoire en Île-de-France, francilien. On a des opérateurs surtout étrangers qui viennent des États-Unis. Vous pouvez retrouver le tout nouveau data center de Digital Realty à La Courneuve, qui est quand même une infrastructure très imposante qu'on voit depuis le périphérique de Paris, qu'on voit depuis des images satellites, quasiment avoir la même taille du Stade de France qui est à quelques centaines de mètres. Du coup, des infrastructures qui aujourd'hui s'imposent dans l'environnement francilien et que on arrive surtout à un moment un peu charnière parce que à côté d'opérateurs classiques qui avaient finalement, qui venaient du monde des télécoms, qui développaient des projets de bout en bout. Je pense à des acteurs comme Interxion, qui aujourd'hui on connaît comme Digital Realty, Equinix, Telehouse, Data4, OVH. On a toute une série d'acteurs qui arrivent sur le marché et qui basculent en quelque sorte et qui nous permettent aussi de voir un changement d'échelle dans cette dynamique parce que à côté du parc existant, qu'aujourd'hui est constitué d'une centaine de sites, euh, c'est bien de faire cette distinction entre site et ce qu'on reconnaît comme être un bâtiment de data center, parce que c'est souvent le site qui est intéressant à regarder, parce que c'est lui qui est raccordé, c'est lui qui héberge à la fois les bâtiments, mais aussi les équipements techniques qui servent au fonctionnement du data center. Donc, le parc existant est constitué par une centaine de sites de data centers en exploitation de différentes tailles, avec après une dynamique qui s'est fortement accélérée ces derniers temps. Je pense à partir c'était intéressant de la courbe que tu partageais sous la croissance en lien avec la consommation, c'est parce que l'explosion du cloud a fait en sorte que l'offre commençait à se démultiplier et on a commencé aussi à voir ça rapidement en Europe parce que Paris et l'Île-de-France ne sont pas toutes seules dans cette dynamique. Il existe un écosystème qu'on appelle FLAP-D, qui sont les principaux hubs de concentration de data centers en Europe. Paris avec Londres, Dublin, Amsterdam, Londres et Francfort qui représentent aujourd'hui les centres névralgiques de cette interconnexion mondiale. Mais pour y voir plus clair dans cette carte, on y affiche surtout ce qu'on disait tout à l'heure, les puissances de raccordement.
Parce que ce qui est remarquable quand on parle de chiffres associés au data center, c'est qu'il ne suffit pas seulement de regarder la quantité, donc le nombre de data centers installés sur un territoire. Il faut bien évidemment y associer les puissances de raccordement. Donc, quand on regarde ici, on se rend bien compte que le parc existant, celui qui est en exploitation, qui est constitué en général de petits data centers, qui jusqu'à il y a quelques années, on aurait dit vraiment des grandes infrastructures. Je pense à le data center d'Equinix en Seine-Saint-Denis, qui lui fait 15 mégawatts. Et jusqu'à il y a quelque temps, c'était un des plus importants sur notre territoire. Or, aujourd'hui, les nouveaux projets font en moyenne une centaine de mégawatts et occupent des surfaces de sites aux alentours de 5 hectares. Et ça ne s'arrête pas là, parce que cette transition vers des usiniens, des fabriques qui concentrent des gros clusters de GPU pour l'entraînement de modèles, pour faire de l'inférence, change à nouveau l'échelle. Par exemple, tout récemment, a été lancé un très gros chantier à 50 km de Paris, qui est le nouveau campus IA, avec une joint venture dans laquelle il y a aussi Mistral, mais surtout financé par un fonds d'investissement des Émirats arabes unis. Un centre pour l'IA voilà, selon le projet, selon les chiffres du projet, arrive jusqu'à 1 gigawatt 4 de puissance de raccordement maximale pour une surface de 70 hectares. Donc, vous voyez, on est passé d'un petit data center inséré dans un tissu urbain dense qui était quand même très compact jusqu'à arriver à des modernes usines du numérique, voilà, comme on peut les appeler. Et je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Je pense qu'on pourra en discuter avec les collègues. Merci. Donc, moi, je suis effectivement Yann Pennec. Je vous parle d'une collectivité, une région, qui comprend donc 12 départements, à la fois urbains comme la Gironde, mais aussi très ruraux comme la Creuse. En 2019, la région a adopté une feuille de route, Néoterra, qui est un peu un cadre dans lequel on s'inscrit, qui est le fruit de travaux de chercheurs. Donc, on est ravis de ce type de rencontre aujourd'hui parce que la politique régionale se veut co-construite avec les acteurs et notamment avec le monde de la recherche académique. On se nourrit de vos travaux. Et concrètement, sur cette feuille de route Néoterra, nous sommes partis de 2 groupes de travail, Acclimatera et Ecobiose, qui ont permis de prendre conscience pour l'ensemble de l'Assemblée, de l'ensemble des conseils régionaux qui ont voté cette feuille de route à l'unanimité, de ce risque climatique, de cette prise de conscience de devoir accompagner très concrètement à la transition l'ensemble des acteurs publics et privés du territoire. Pas évident comme ambition parce que ça touche l'ensemble des politiques régionales, de la politique agricole, de la politique du climat, de l'énergie et du numérique, bien évidemment. Vous avez là sous vos yeux les 6 ambitions de cette feuille de route, donc votée en 2019, revue en 2023. Et concrètement, on s'inscrit là-dedans. Donc aujourd'hui, pour une région, quand on parle data center, territoire, énergie, ça impacte en fait un certain nombre de nos politiques. Et je vous propose d'en prendre en compte un certain nombre. Un autre schéma qui est très important et qui est aussi sous-jacent à cette problématique des data centers, c'est le SRADET. C'est le schéma régional d'aménagement du territoire. En soi, très bien. Sauf que aujourd'hui, il y a une dimension liée à l'artificialisation des sols. Et ce ZAN qui visait, parce qu'il y a la loi de 2025 qui a un peu réduit son ambition, néanmoins, le SRADET de la région, voté puis revu en 2024, a gardé une ambition forte de diminuer de moitié l'artificialisation des sols qui avait été constatée sur les 10 dernières années. C'est aussi ce contexte-là qui fait qu'à l'échelon national, cette pression de l'État pour essayer de faire atterrir ces data centers vient du fait que les opérateurs, en s'adressant au territoire,
ne parvenaient pas, notamment avant le sommet mondial sur l'action sur l'IA, à trouver la surface suffisante, à trouver l'énergie suffisante, à trouver le raccordement aussi en fibre optique suffisant pour répondre à leurs besoins. Donc, cette toile de fond, elle est importante parce que concrètement, ce n'est pas la région qui décide de l'implantation ici ou là d'un data center. Elle n'a pas cette compétence-là. Mais on comprend aussi le maire lambda d'un territoire qui étudie avec attention la friche industrielle qu'il a sur son territoire et comment il va la reconvertir pour des sujets d'énergie, mais aussi de nombre d'emplois créés, par exemple. Ce sont ce type de réflexions qui sont menées. Juste pour indiquer que dans ce cadre-là, la politique de la région, elle vise aussi énormément à accompagner la transition énergétique, à promouvoir l'efficacité énergétique, à diminuer, en fait, notamment auprès des industriels, leur consommation énergétique. Ça fait l'objet d'un certain nombre d'actions et c'est fondamental aujourd'hui. Donc, on peut mesurer notamment des térawatts évités en accompagnant les plus grosses industries dans leur évolution, modernisation et transition. Ça, c'est le contexte un petit peu énergétique et territorial. Sur le volet numérique, le numérique, c'est sa beauté, c'est ce qui fait l'intérêt de mes missions aussi, c'est qu'il est vraiment multidimensionnel. On parle de data center, mais comme tu l'as dit Aurélie, il y a une dimension d'infrastructure, de réseau. Pour le coup, la région, sur ces 10 dernières années, a investi plus de 350 millions d'euros pour amener le très haut débit à l'ensemble des zones rurales du territoire. C'est énorme, c'est plus qu'une LGV concrètement. Donc aujourd'hui, en Creuse, dans le Lot-et-Garonne, dans les zones rurales, les habitants de Nouvelle-Aquitaine ont accès à un débit suffisant pour accéder à des services d'administration, d'éducation, bref, de loisirs aussi, parce que ça fait une bonne partie des usages aussi. Il ne faut pas de télétravail, tout à fait. Et donc, on a donné accès aux 6 millions de néo-aquitains à des outils numériques. Et dans cette dimension d'infrastructure, il y a certes le réseau, il y a les data centers, mais il y a aussi ce qu'on prend en compte pour une région qui a aussi la compétence de développement économique, c'est un certain nombre d'emplois qui sont créés. Ces 10 dernières années, les petites années de création d'emplois nets, c'est 1500 emplois nets. C'est entre 1500 et 3000 emplois nets créés tous les ans. Donc c'est une filière qui représente, alors le périmètre exact de la filière numérique est difficile à déterminer, mais on tourne autour de 30 000 personnes sur cette filière, mais il y a 30 000 personnes autres qui ont ces compétences-là, qui travaillent dans les autres secteurs d'activité. Et ces autres secteurs d'activité investissent de plus en plus le sujet du numérique. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, on voit bien qu'il y a une dimension politique que prend le numérique aujourd'hui au regard de tous ces éléments-là. On a à la fois les infrastructures, la question d'énergie, la question économique et du poids que cette filière prend aujourd'hui, la question des usages réels ou supposés qui est importante. Et donc concrètement, la région a adopté dans la lignée de la feuille de route Néoterra une feuille de route numérique responsable de façon à essayer de poursuivre à la fois ses ambitions de sobriété numérique, d'un numérique éthique, d'un numérique qui travaille sur son éco-conception et diminuer son impact. Vous avez parlé tout à l'heure des équipements, c'est relativement important et c'est aussi l'objet aussi d'aide économique pour aider des reconditionneurs de ces équipements-là, parce que le principal impact, il est quand même dans l'équipement. Donc on est dans cette dimension-là. Sur les data centers, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la région n'a pas le pouvoir de dire où s'installent les data centers, mais par contre, on voit bien que c'est un enjeu qui devient important. Vous avez créé un observatoire. On a aujourd'hui dans les services de la région une vision de l'ensemble des data centers qu'il peut y avoir sur le territoire, en colocation ou pour des besoins propres, ou les projets potentiels qui sont là depuis 10 ans, mais d'autres qui seront là peut-être dans 10 ans. Mais c'est vrai que concrètement, c'est un outil nécessaire au développement de cette technologie-là, le data center à un moment donné. Et on fait souvent, enfin pour partie d'entre nous, un peu preuve de schizophrénie entre nos usages réels
et le fait qu'on est contre telle ou telle structure qui s'implante sur un territoire. À un moment donné, c'est vrai que le numérique, le Netflix dans votre salon, ben, à un moment donné, c'est des réseaux, c'est des data centers, c'est des entreprises qui produisent du contenu et des services numériques. Et c'est difficile d'enlever la couche data center de cet environnement numérique global. Euh, Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA et du besoin supplémentaire, notamment en calcul, c'est vrai qu'on atteint des dimensions qui ont fait que certains pays comme l'Irlande ou certaines villes comme Amsterdam, qui arrivent en fait à un conflit d'usagers, comme on pourra peut-être l'avoir un jour aussi de notre côté sur l'eau, se posent la question et prennent des décisions. Donc, c'est vrai que cette dimension politique, je finis là-dessus, elle est vraiment importante et je pense que collectivement, on doit pousser pour que nos élus nationaux, sénateurs, députés, de collectivités locales montent en compétence sur ces sujets-là. Et je trouve que bah, sur le territoire, on en a un certain nombre. Voilà. Oui, bonsoir. Raphaël Roger, donc de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Merci en tout cas pour la présentation d'Aurélie et le contexte. C'est vrai qu'on voit bien que le numérique s'accélère, et notamment avec cette adoption massive de l'IA, et que ça redessine nos modes de vie, notre économie d'une manière globale et peut-être aussi nos objectifs de neutralité carbone à 2050. Donc on est face à quelques défis. On en a mentionné, hein, la consommation énergétique croissante, des tensions sur les ressources. Et peut-être un troisième point qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'ici, c'est peut-être des enjeux de souveraineté qui peuvent aussi interroger notre autonomie stratégique. Oui, j'allais le dire. C'était juste une phrase d'intro. Et c'est vrai que le point de souveraineté me paraissait important à souligner. Donc oui, la Banque des territoires, c'est une direction de la Caisse des dépôts. C'est une institution publique, donc au service des collectivités locales, du développement économique du pays, de l'aménagement, on va dire, territorial d'une manière globale. Et donc sur ce point, on essaie d'avoir une approche intégrée donc, qui combine justement cette transition numérique, cette transition écologique et environnementale et les questions de souveraineté. Donc nous, on contribue quand même depuis très longtemps au développement des infrastructures du pays. C'est des infrastructures essentielles, c'est passer des infrastructures énergétiques, des productions de centrales ENR, de centrales hydroélectriques, bien sûr participer au réseau de transport d'électricité ou de gaz. On a beaucoup participé aux infrastructures numériques dans les réseaux télécoms qu'a évoqué Yann, où on a eu une grande part en termes soit d'investisseurs dans les projets ou de financeurs des collectivités locales, comme le disait Yann, qui financent ces projets de réseaux de fibre optique territoriaux pour justement avoir une couverture maximale et pas se réserver que sur les zones denses où il y a une concurrence des opérateurs privés sur les infrastructures. Et aussi les data centers. Et donc notre mission, c'est de continuer à investir et notamment pour être plus autonome sur ces questions de réponse à nos besoins stratégiques. Et la question de ces infrastructures et notamment les data centers, on fixe l'objectif de soutenir ce développement, mais tout en limitant leur impact carbone et environnemental. Donc je pense que juste avant de peut-être se poser des questions, mais sur il y a un rôle clé justement des acteurs du territoire dans la coordination de ces projets privés et pour limiter au niveau local ces impacts négatifs, ces externalités négatives, mais aussi les acteurs de la filière qu'on n'a pas trop évoqué, mais brièvement, Aurélie a parlé des concepteurs d'IA, donc je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Donc là, on est plutôt sur les offreurs de services, mais sur les infrastructures en tant que telles, les opérateurs de data center doivent mettre en place des mesures pour limiter leur impact, réduire les consommations énergétiques, réduire les consommations de ressources, donc tant dans la conception que dans l'exploitation des data centers. Et donc, je pense que là, il y a des actions et on peut illustrer, je ne sais pas si c'est
le moment, mais il y a aussi des moyens de contribuer à la réduction à la réduction de l'impact environnemental et énergétique des data centers. Bien sûr, la question aujourd'hui elle se pose, c'est déjà d'utiliser l'électricité décarbonée, donc d'où les enjeux aujourd'hui avec tous ces projets qui veulent s'implanter en France, hein. Je rappelle que bah, aujourd'hui, l'énergie, elle est principalement bas carbone en France. Je sais pas si 96, 97%, quelque chose comme ça, d'électricité. Comparativement à d'autres pays, même européens. Tu as évoqué, j'avais regardé les chiffres juste peut-être pour en Irlande, je crois que c'est 41% d'électricité bas carbone. Donc les grands, Google, Oracle, Amazon sont là-bas. En Allemagne, c'est 43%. En Angleterre, ça doit être autour de 60%. On voit bien que ces pays ont une consommation électrique qui est bah, pour une bonne part fossile aujourd'hui. Donc l'impact de ces data centers est encore plus important. Donc c'est vrai que cette question de l'implantation en France sur ce point-là peut se poser. Mais il y a d'autres volets sur la réduction des aspects énergétiques. Est-ce que du coup, sur la souveraineté, vous voulez ajouter quelque chose sur le rôle, en fait, enfin, la place particulière de la Caisse des dépôts? Peut-être on peut commencer déjà par là. Oui, sur cette question de souveraineté, donc nous, on essaie de soutenir bah, le développement d'un numérique, on va dire, sobre, le plus sobre possible, le plus souverain possible également. Donc, c'est-à-dire, ça commence par les infrastructures, donc d'avoir des infrastructures qui soient développées en France ou à minima en Europe, parce que bon, on parle de souveraineté européenne et avec un focus, nous, français, mais la souveraineté du numérique, elle s'est déjà elle s'établit au niveau européen. Donc les infrastructures, donc avec soit nous on est beaucoup sollicité pour par les projets qui sont en cours de discussion pour investir, financer, parce que c'est vrai que Gianluca a évoqué des puissances de calcul ou des puissances électriques de raccordement, donc en plusieurs qui s'élèvent à plusieurs gigawatts si on les cumule. C'est aussi plusieurs milliards d'investissements annoncés en tout cas, en tout cas sur les 10-15 prochaines années. Donc c'est un projet de peut-être 300-400 mégawatts, on parle de 3, peut-être 2-3 milliards d'investissements pour l'infrastructure, et sans parler tous les équipements qui peuvent servir à l'entraînement des modèles, donc aux serveurs, à l'acquisition, aux équipements, les réseaux, et on peut peut-être presque multiplier par 3 ou 4 les investissements dans les équipements du data center et pas que la coquille. Donc voilà, on parle de grosses sommes. Donc c'est sûr qu'il y a des acteurs qui viennent taper à la porte de la Caisse des dépôts, qui est un acteur financier. Et donc juste ouais, pardon, pour finir sur la souveraineté, donc elle s'entend à tous les niveaux. Donc c'est vrai que ça passe par le détenteur de l'infrastructure. Ça passe donc, c'est-à-dire l'identité de ce détenteur, donc il faut qu'il soit à minima européen. Ça passe aussi pour l'identité de l'opérateur de ce data center. Tu as évoqué un OVH ou un Equinix. Voilà, un Equinix, c'est un acteur américain. Donc, est-ce qu'un opérateur de data center qui exploite même une infrastructure qui est détenue par des Français, est-ce que c'est souverain? Ça passe par les fournisseurs de services, de cloud, d'IA. Ça passe par les équipements. Donc, c'est vrai que cette question de la souveraineté, elle s'inscrit à toutes les chaînes. Donc, il faut essayer de favoriser le maximum d'acteurs français. Il faut essayer de labelliser des acteurs SecNum Cloud, qui est voilà, c'est plus un cloud de confiance parce que c'est pas une gare. Il peut y avoir des acteurs étrangers qui ont cette labellisation. Donc, ça se pense à toutes les échelles. Est-ce que l'un de vous veut ajouter des éléments? Non, pas moi, pas moi. Pour savoir si c'est bon. Moi, je peux parler souveraineté. Ouais, vas-y. Oui, pour reprendre peut-être les termes du débat, parce que je ne sais pas si dans la salle tout le monde est complètement familier avec l'enjeu de la souveraineté. La principale question qui me semble se poser,
c'est dans quelle mesure les Européens, et les Français en particulier, peuvent faire confiance à des acteurs états-uniens pour héberger leurs données, sachant que les acteurs états-uniens sont soumis à quelque chose qui s'appelle l'extraterritorialité du droit américain, donc l'applicabilité du droit américain au-delà des frontières des États-Unis, et par là peuvent, dans des circonstances spécifiques, mais néanmoins relativement floues, de prendre des données sans forcément avertir les acteurs en question et les transférer aux départements juridiques et aux autorités américaines. Et de là se posent plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on stocke nos données chez Microsoft? Donc là, a priori, c'est clair, c'est soumis à l'extraterritorialité du droit. Mais il y a des acteurs qui sont plus en zone grise et qui sont un peu l'objet du débat, comme on parlait de Equinix ou Digital Realty. Ce sont des acteurs du data center spécifique parce que ce qu'ils font, c'est de la colocation. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir vos données dans leurs ordinateurs, mais ils font leur data center, c'est des hôtels pour recevoir les ordinateurs des autres. Et donc, ces autres, en principe, ils ont la maîtrise complète de leur système informatique. Néanmoins, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans différents espaces de ces data centers et dans quelle mesure ces acteurs comme Equinix et Digital Realty pourraient tout de même réussir à capter des échanges de données et donc échapperaient quelque part au contrôle franco-européen. Et d'où un enjeu important, puisque là, on reçoit des investissements massifs qui viennent de l'étranger et beaucoup des États-Unis. Il y a un soutien des pouvoirs publics et de l'État fort à l'arrivée des centres de données. Et il y a eu l'idée à un moment d'en faire des infrastructures stratégiques. Et un des débats qui a secoué un peu l'Assemblée nationale à ce sujet-là, c'était de dire est-ce qu'une infrastructure stratégique peut recevoir des financements des capitaux états-uniens? Et à ce moment-là, est-ce que ça fait partie? Est-ce que c'est une infrastructure souveraine ou non? Et pour l'instant, on va dire que l'Assemblée tranche plutôt de façon favorable, c'est-à-dire c'est pas grave si ces acteurs ils sont états-uniens. Au fond, on va réussir à récupérer des compétences, de la technologie, etc., qui feront que dans un second temps, on devrait pouvoir parvenir à s'émanciper de la domination états-unienne sur les infrastructures du numérique, si on résume les enjeux de cette façon-là. Donc c'est un débat qui est complexe sur lequel moi je ne vais pas trancher quoi que ce soit, mais j'espère avoir apporté peut-être quelques clés de lecture dessus. Et ensuite, chacun interprétera la confiance qu'on peut avoir dans les acteurs états-uniens en fonction de ses propres positions politiques. Ouais, je vais compléter sur la souveraineté en parlant aussi, pour être souverain, il faudrait qu'aussi peut-être, tous les équipements soient fabriqués aussi peut-être vers chez nous. En fait, on est hyper dépendant. Alors, c'est peut-être pas de la souveraineté, mais en tout cas, clairement, il y a quasiment rien dans les centres de données qui est fabriqué en France et en Europe. Alors, si on remonte à la chaîne, il y a des appareils de lithogravure qui sont fabriqués en Europe, mais donc la plupart des GPU là, qui équipent les centres de données sont fabriqués à Taïwan. Ce qui Ah ouais, GPU, carte graphique, excusez-moi, carte graphique, ce qui va permettre de faire les gros calculs, les calculs très rapides là dont ont besoin les intelligences artificielles. Donc elles sont fabriquées à Taïwan, mais avec aussi une chaîne de valeur très complexe. En gros, avec des métaux pris un petit peu partout dans le monde, qui sont ensuite purifiés à certains endroits, apportés. Je ne vais pas faire toute la chaîne, mais voilà, ça requiert une grosse partie des pays du monde pour fabriquer ces cartes graphiques, et notamment Taïwan. Et en fait, de dire c'est bon, on va rapatrier ça en Europe, on doit faire ça en Europe, etc. On fera a priori jamais, en fait, parce qu'on n'a pas les métaux et les ressources en Europe. En tout cas, pas dans les décennies à venir ou dans les décennies à venir. On va dépendre fortement des autres pays et du coup, conditions géopolitiques voilà, des autres pays. Moi, je voulais juste indiquer qu'on avait quand même quelques entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, pas loin d'ici. On a Capingelec qui travaille sur justement ces bâtiments intelligents. Alors, ils ne travaillent pas que sur le data center, mais ils ont une compétence vraiment spécifique là-dessus. Ils sont 700 salariés aujourd'hui. Legrand, qui est la seule entreprise du CAC 40 dans la région, qui est à Limoges, fournit des équipements. Alors, pas effectivement des GPU, pas effectivement le volet électronique, qui est le plus à forte valeur ajoutée. Et puis, on a des acteurs aussi comme Keops Technologies, qui est à Canet-Jean ici, qui a cette dimension, cette activité et qui en fait du coup aussi, c'est là où j'en viens à la souveraineté, aujourd'hui un argument commercial avec sa marque Made in France.
Et pour finir sur ce sujet-là, c'est vrai que Donald Trump est le meilleur commercial pour la prise de conscience européenne de cet enjeu de souveraineté numérique. Et que cette extraterritorialité des lois américaines, on en voit avec notamment ce juge du tribunal de La Haye, qui a été coupé de l'ensemble des outils américains numériques, et que cette menace est réelle et qu'elle peut arriver extrêmement rapidement. Alors, effectivement, on ne peut pas se défaire de cette dépendance et de cette non-maîtrise rapidement. On a effectivement des éléments, notamment liés aux terres rares, etc., qui font que c'est du très long terme et un certain nombre d'éléments ne peuvent pas être rapatriés dans une logique de réindustrialisation. Mais moi, je vois très concrètement une logique se mettre en place aux échelons européens, national, régional, avec des sensibilités politiques aussi et donc une accointance avec cette logique-là différente selon les uns et les autres. Mais il y a une prise de conscience et ça démarre par ça. On va peut-être continuer, Gianluca, avec du coup l'évolution des projets sous l'influence du développement de l'IA. Je peux switcher sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, on a parlé, on a cité certains termes, colocation, cloud, intelligence artificielle, donc qui renvoient à tout un système de différence de services finalement proposés par les opérateurs de data center. Aujourd'hui, à cause de l'incertitude du marché lié au data center, les opérateurs classiques préfèrent faire de l'hybridation et surtout avoir à la fois un peu une partie de leur surface dans les bâtiments dédiés à la colocation classique, donc héberger, louer de l'espace pour le stockage à la fois de données et infrastructures des entreprises ou des collectivités. Offrir dans le cadre classique, comme le fait Equinix ou Digital Realty, de la connexion de la bande passante pour les opérateurs cloud qui, eux, sont aux États-Unis et avoir une partie dédiée au calcul haute performance, donc au calcul intensif, donc héberger des mini-clusters de puces pour faire surtout de l'inférence. Aujourd'hui, j'ai pu les visiter en Île-de-France parce qu'il y en a quelques-uns. On a les premières infrastructures qui hébergent exclusivement des solutions pour l'intelligence artificielle, donc avec du refroidissement liquide par exemple. Et ce sont un peu des nouvelles infrastructures qui ne répondent pas au data center classique, qui est un bâtiment en ciment. Avec super sécurisé, mais qui est plutôt du data center modulaire. Ça veut dire que aujourd'hui, ce type d'infrastructure doit aller vers une évolution continue de la technologie. Donc, on a un espace bâti qui héberge toute l'infrastructure critique et technique qui supporte le fonctionnement des machines. Mais après, il y a pratiquement un système de conteneurs évolutif qui va être finalement augmenté à fur et à mesure de la demande que l'opérateur va recevoir. Et j'ai visité le premier campus d'Eclairion, qui est un opérateur européen qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris et qui héberge aujourd'hui les Mistral IA. Donc, un premier conteneur qui à lui seul lui vaut 40 mégawatts pour un coût total d'investissement à l'intérieur qui est autour de 600 millions d'euros. Voilà. Donc, des chiffres impressionnants pour des surfaces très moindres, hein. Je l'ai vu, il faisait quasi 500 mètres carrés. Voilà, en termes de volume, de surface. Mais du coup, on va vers des systèmes hybrides, des systèmes super sophistiqués et surtout qui sont conçus à la demande des opérateurs. Donc, le modèle de colocation qu'on a vu exploser à partir des années 2000, quand on avait besoin de délocaliser les infrastructures informatiques des entreprises, a été un peu hybridé avec les services cloud, qui aujourd'hui mettent beaucoup de pression au marché parce que
il y a une forte demande pour aller s'installer en Europe et surtout beaucoup de projets qu'on voit en Île-de-France aujourd'hui portés par des promoteurs immobiliers. C'est parce qu'il y a derrière probablement une forte demande d'un acteur de cloud qui cherche à s'implanter au plus près d'un marché très attractif comme Paris. Et après, maintenant, on a cette hybridation avec l'intelligence artificielle. Probablement, on aura, voilà, à part quelques exceptions, des gros campus d'intelligence artificielle comme on peut avoir aux États-Unis. Donc, avec des entraînements de modèles de langage généralisés, des LLM, qui vont occuper en continu et consommer en continu de l'électricité électrique, mais au plutôt, on va avoir la partie liée à l'inférence, donc la partie utilisation de l'IA et avec un modèle qui va avoir à la fois sa place dans les data centers classiques, mais aussi un modèle plutôt localisé auprès de l'utilisateur final. Donc, un data center du dernier kilomètre, qui est un data center sur lequel je pense la Banque des territoires s'intéresse un peu plus près, qui est un data center qui opère dans un tissu dans lequel il y a un écosystème, dans lequel il y a une sorte de projet de territoire, voilà, et de proximité, cette logique de proximité. Mais cette partie liée à la proximité ou à l'éloignement, c'est vraiment très corrélé au type de service que l'opérateur met à disposition et qui commercialise. Donc, lui, le cloud, moyenne distance, éloigné un peu, et après la partie plutôt de proximité liée aux fonctions d'inférence, par exemple, en lien avec l'intelligence artificielle. Je propose du coup qu'on continue sur les logiques de dynamique d'implantation. Donc, si j'ai bien compris, il y avait quand même des enjeux qui touchaient à la fois à la localisation en termes de foncier, l'approvisionnement électrique, l'arrivée des câbles. Du coup, entre Clément, Aurélie, vous voulez peut-être après, Clément, vous pourrez parler des enjeux démocratiques autour des sujets d'implantation, peut-être. Aurélie, Je pense que j'ai pas grand-chose. Je pense que Clément saura plus se répondre Ouais. que moi, en tout cas, Ok. pour avoir étudié peut-être un peu plus à Marseille que moi, en tout cas. Je sais Oui, moi, je veux bien parler, j'ose pas trop, je veux pas, ça c'est plus compliqué à distance. Sur les logiques d'implantation, en gros, Jean-Luca en a parlé un petit peu. Historiquement, en Europe, les endroits où se développent les centres de données, ce sont les métropoles financiarisées, donc Londres, Francfort, Amsterdam, Dublin, Paris. Dublin, notamment en raison des très grands avantages fiscaux pour les centres de données qui s'installaient dans ces environs et de la présence des câbles sous-marins vers les États-Unis, ce qui permettait aux opérateurs d'avoir un relais conforme au droit européen et en même temps une proximité au niveau des échanges, ou en tout cas une latence relativement faible. Ces places du Nord, elles ont été relativement saturées par la première vague d'installation, on va dire, des centres de données entre le milieu des années 2000 et 2020, ce qui vient qu'il y a eu des moratoires, que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des terrains, et que par le développement des câbles sous-marins et notamment l'intégration, la diversification des activités des GAFAM, Google, Meta en particulier, qui investissent dans les câbles sous-marins, on a d'autres points d'atterrage qui se sont développés le long de la façade atlantique, à Bordeaux, mais également en Espagne et au Portugal. Et cette multiplication finalement des points d'atterrage a permis d'envisager aux grands acteurs de se déplacer vers le sud tout en gardant une connectivité intéressante, sans forcément, et en plus en ayant plus de routes, ils ont plus de sécurité dans leurs échanges, puisque si une route tombe, ça peut continuer à circuler par une autre. Par ailleurs, la Méditerranée fait un point d'interconnexion très intéressant entre l'Europe et le Moyen-Orient, ce qui a amené à l'émergence, on va dire, de deux nouvelles places pour les centres de données ces dernières années. Marseille, qui reste une place très, de petite taille en termes de nombre de mégawatts installés, mais quand même, le territoire est très contraint spatialement et énergétiquement, ça coince très vite, en fait. Aujourd'hui, et l'Espagne qui soulève plein d'autres problématiques en termes d'eau, etc. Mais vous voyez bien comment l'Espagne peut se situer avec Barcelone d'un côté et le Portugal de l'autre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, et donc être un espace relativement attractif avec en plus peu de développement de data centers jusque récemment. Donc du coup, ça
ça pousse les opérateurs à aller dans cette direction. Mais le tournant qu'il y a avec l'IA, c'est qu'on a en plus une diversification de la géographie des centres de données, c'est-à-dire qu'on va non seulement être à proximité des métropoles, mais en plus, donc c'est un peu ce que disait aussi Gianluca sur la question du data center du dernier kilomètre, ça continue. Mais en plus, on va chercher à se rapprocher des postes de transformation électrique, c'est-à-dire des endroits où il y a de la très forte capacité disponible, parce qu'on fait des infrastructures, on l'a dit depuis le début, de plus en plus grandes. Et donc, on a de plus en plus une ruralisation des centres de données, notamment en France, qui soulève du coup des enjeux un peu différents, mais qui restent malgré tout relativement concentrés autour des mêmes espaces, même si le but des politiques nationales, notamment depuis 2025, c'est d'essayer de diversifier un peu ces espaces, de les emmener un peu plus dans le nord de la France, un peu moins autour de Paris. Éventuellement, je ne connais pas du tout la situation bordelaise, mais on voit que la présence d'un câble sous-marin amène probablement avec Unix à se rapprocher de cet endroit-là. Et donc, on a une diversification, ce qui pourrait apparaître comme une bonne nouvelle, parce qu'un des problèmes, on l'a dit, c'est la concentration des centres de données au même endroit, c'est-à-dire qu'en concentrant toutes les infrastructures au même endroit, ils réservent énormément d'électricité et ça peut rentrer en conflit d'usage avec d'autres projets qui nécessiteraient l'électricité. Et en même temps, cette diversification, elle implique de telles puissances que la question finalement des conflits d'usage peut toujours perdurer, parce que c'est pas qu'on ne produit pas assez d'électricité, mais c'est la capacité à amener beaucoup d'électricité au même endroit. Et cette question, elle est d'autant plus complexe que non seulement les data centers réservent beaucoup d'électricité, mais on ne comprend pas bien comment ils la consomment. En gros, Aurélie l'a dit, la courbe de charge d'un data center, le moment où il sera rarement à plein, il fonctionnera rarement à 5%. Il peut fonctionner à 30, 20, 15% de ses activités pendant certaines périodes, monter plus haut, et ça dépend des usages. Donc ça dépend si c'est un data center dédié à l'IA ou dédié au cloud. Et comme on est dans des usages mixtes, le modèle est encore plus compliqué. Et donc, ça pose un problème d'anticipation pour RTE qui investit dans des très grosses infrastructures pour alimenter les data centers, mais qui ne voit pas forcément le retour sur investissement, c'est-à-dire que les opérateurs ne payent pas forcément l'énergie qu'ils devaient consommer. Et donc, à un moment, il faut bien que le prix de l'investissement se répercute quelque part. Donc, je ne sais pas si ça pose tous les termes du débat, mais c'est en tout cas, en gros, les grands enjeux en termes de trouver du foncier qui soit à proximité de beaucoup d'électricité, réserver cette électricité, mais du coup, s'assurer qu'on ne va pas mettre en péril d'autres projets de décarbonation, par exemple, autour, dans un contexte où France, Italie, Espagne sont très attractifs en ce moment. Oui, peut-être, merci. Moi, je pense que c'est un point clé que tu évoquais là. C'est vrai que un des principaux paramètres du choix de l'implantation pour les porteurs de projets, c'est la proximité du réseau électrique et sa capacité à fournir de l'électricité, donc avec des délais de raccordement qui sont très longs. Donc, et c'est vrai que des surcapacités réservées, on va dire, parce qu'on annonce des projets de plusieurs centaines de mégawatts, voire du gigawatt. Et donc, ils sollicitent RTE pour avoir ce type de puissance installée, ou en tout cas avoir un calendrier, un phasage. Et ces projets vont être phasés dans le temps, mais il peut y avoir une dichotomie entre finalement la consommation réelle et la puissance qui, du coup, sera réservée et qui sera en conflit d'usage avec, comme le soulignait très bien Aurélie, avec d'autres usages et d'autres besoins sur l'électrification des usages en France, hein, que ce soit l'industrie ou la mobilité. On n'a pas parlé beaucoup de mobilité, mais je rappelle que c'est quand même le principal émetteur de gaz à effet de serre en France. Donc, il y a un enjeu d'électrification de la mobilité. Après, quand on regarde les anticipations de RTE, la PPE3 qui vient de sortir, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de problème en tout cas. Donc bon, on est aujourd'hui une terre d'accueil mais peut-être que Aurélie pourra réagir là-dessus. Moi, c'est vrai que quand on lit les rapports, on est plutôt voilà, en capacité de répondre aux usages. La demande, aujourd'hui, elle stagne et il faut accélérer. Pour revenir peut-être sur la question d'aménagement des territoires et du rôle clé là justement des acteurs locaux. Je pense que les porteurs de projets commencent à comprendre qu'il faut une approche coordonnée, hein, vu la taille des projets. On ne peut pas juste avoir un foncier privé et demander 10 mégawatts de raccordement de puissance. Donc, concerté, coordination avec l'ensemble des acteurs, collectivités, services déconcentrés de l'État, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui peuvent être des utilisateurs, les acteurs économiques locaux, les gestionnaires de réseau. Donc, il y a une vraie démarche de concertation. On a évoqué la disponibilité foncière,
la question du raccordement, bien sûr la proximité avec les infrastructures. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué la question des impacts environnementaux et bah, comment on essaye d'intégrer cette question dans le choix de l'implantation. Alors que dans les principales mesures aussi de réduction de l'impact énergétique des data centers, c'est de penser la récupération de chaleur, par exemple. Donc, si c'est pas coordonné en amont avec les acteurs locaux, collectivités ou gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui aménagent des quartiers, ça se fait pas. Donc, il faut aussi une proximité entre ces data centers pour pouvoir récupérer la chaleur. Donc il y a aussi, on peut pas, si on les met dans les territoires ruraux, bah, qu'est-ce qu'on va faire de la chaleur donc il va falloir quand même mettre à proximité, je sais pas moi, des usines, d'autres bâtiments tertiaires, des logements, des piscines, mais en tout cas il y a cette question de la coordination sur cette approche-là. Et un dernier point, parce que cher à la Caisse des dépôts, on a sorti un guide récemment avec la filière France Data Center sur l'économie circulaire. Je pense que, et ça reviendra sur un des enjeux que tu évoquais, je pense qu'il y a vraiment des questions à avoir sur l'économie circulaire, sur la réutilisation des serveurs, sur le réemploi, sur augmenter la durée de vie des équipements. Tu évoquais que ça chamboule. Normalement, aujourd'hui, presque les équipements, c'est tous les 5 7 ans qu'il faut les renouveler. Si on pouvait pousser au moins. Toi, 6 mois, non, mais. Donc, bon, moi, donc, bon, si on peut les pousser de quelques années, ça serait pas mal. Donc, c'est peut-être l'extrême, mais bon, il y a beaucoup d'équipements, c'est 5 7 ans de durée de vie. Et donc, il faut les pousser le plus loin possible, quoi. Merci. Alors, Attends, oui, juste avant pour qu'on puisse ensuite passer la parole un peu à la salle pour des questions, je vous propose qu'on prenne encore juste 5 petites minutes. Donc Aurélie, je crois que tu voulais intervenir et puis après, je pense que ça serait quand même peut-être intéressant. j'ai 150 réponses à faire Vas-y. aussi maintenant, donc ça va être super chaud. Non, renouvellement des équipements, en fait, entre le 6 mois, 5 7 ans, juste pour préciser, peut-être pour la salle aussi. Il y a plein d'équipements différents dont on parle, hein. Tout à l'heure, on n'a pas, je vous ai dit, il y avait centres de données, terminaux et réseaux. En fait, là, dans les centres de données spécifiques IA, pour que les entreprises restent hyper compétitifs, hein, les gros puissent faire des calculs très rapides d'IA et tout ça. Pour les serveurs, donc GPU, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce spécifique à l'IA, effectivement, il y a un renouvellement extrêmement rapide. Alors, manque de transparence aussi des industriels là-dessus, donc on ne sait pas précisément, mais effectivement, ce serait entre 6 mois et 3 ans, a priori, sur ces cartes GPU. C'est pas le cas pour un terminal, c'est pas le cas pour une antenne réseau, c'est pas le cas tout ça. Donc ça va vraiment dépendre des équipements. Donc ça c'était pour le renouvellement. Sur la réutilisation des serveurs aussi se pose la question en fait qui est-ce qui en fait effectivement donc les gros là ils vont faire leurs calculs sur plein de cartes pendant 6 mois 3 ans et après il va y avoir un marché de seconde main éventuellement pour faire d'autres utilisations mais en fait ça veut dire que ces entreprises sont moins non on peut pas stocker sur ces cartes de calcul. Donc, en fait, ça veut dire que les autres entreprises récupèrent, et c'est super, mais elles sont pas forcément aussi compétitives. Voilà. Bon, après, c'est ce qu'il faut être compétitif, c'est toute une question, mais voilà. Et récupération de la chaleur, on pourrait aussi en parler. Il y a beaucoup de choses. Moi, on a un postdoc actuellement dessus sur ces questions-là, justement, qui regarde à quel point vraiment la récupération de la chaleur, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer ou pas, justement. Non, je voulais juste dire un truc qu'on en a très peu parlé, c'est les usages en fait. C'est pourquoi on fait aussi tout ça. Je voulais juste le mentionner avant qu'on passe aux questions de la salle. Mais en fait, là, on parle d'Equinix, on parle des gros acteurs, etc. Mais on n'a pas posé la question de qu'est-ce qu'on avait besoin pour notre société, pourquoi on construit tout ça, pour quels usages. On n'a pas de souveraineté à un moment donné, mais les gros centres de données qui se construisent là, qui vont être donc gérés éventuellement par Equinix, Digital Reality, peu importe lesquels en fait ça va pas forcément faire rapatrier des usages qu'on a à l'étranger en France. C'est pas dit. En fait, ça va plutôt être pour créer des nouveaux usages, des nouveaux marchés, parce qu'il faut qu'ils soient rentables, etc. Donc, c'est pas clair à quoi ça va servir. Et ça vient pas forcément de la demande, en tout cas, des citoyens, des collectivités, etc., de l'avoir. Voilà, ils auront pas, enfin, on n'aura pas forcément la main, personne, enfin, voilà, Alors, je propose, Yann, peut-être que vous réagissiez, puis après, Clément, si vous pouvez, après Yann, donner quelques éléments par rapport au... Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les enjeux, peut-être un peu les enjeux démocratiques autour de ça, et puis comment les politiques locales
Par exemple, comment, voilà, est-ce que la région arrive un peu à driver des sujets ou est-ce que vous vous retrouvez finalement pris entre des politiques nationales et des politiques communales? Votre question vient à propos par rapport à ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que avec le numérique, il faut faire preuve d'énormément d'humilité sur le futur. Très concrètement, les courbes à 3 ans, l'état du marché dans 4 ans, les usages dans 10 ans. C'est quand même très complexe de se positionner là-dessus. C'est un domaine sur lequel, effectivement, on a des acteurs qui investissent des milliards d'euros pour innover. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur des hectares pour ces data centers. Est-ce que ce sera le cas demain? En fait, à partir du moment où le poste énergétique est le principal poste de coût de ces acteurs-là, ils travaillent dès aujourd'hui à essayer de minimiser énormément. Et ils le font. Tu parlais tout à l'heure de la chaleur. Et ils ont déjà réussi à diminuer énormément la chaleur générée, ce qui leur permet de minimiser le refroidissement de ces lieux-là. Donc, ce qui me permet de conclure sur la stratégie de la région, c'est donc d'une part de se dire que c'est compliqué de se positionner sur l'avenir sur ces sujets-là. Et donc le président a sollicité des experts dont Aurélie fait partie, et je vois Nicolas Roussel, le directeur d'INRIA, là-haut, qui pilote cette démarche-là pour essayer de savoir justement comment une région peut se positionner sur ce sujet-là. L'idée, c'est pas de reproduire les 40 rapports qui existent. 40, c'est faible. Mais les nombreux rapports qui existent sur ces sujets-là, mais c'est comment on se situe, comment on peut avoir justement un effet de levier, une plus-value pour les acteurs publics et privés du territoire. Et c'est pas évident. Donc, ils ont quelques mois. Et l'idée aussi, c'est de poursuivre ces réflexions-là, parce qu'effectivement, celui qui fait de la veille sur ce sujet-là, tous les jours, il a des éléments nouveaux. Donc, c'est pour une politique régionale, c'est pas forcément évident de se positionner, mais on voit bien que c'est un enjeu croissant. Ça, c'est évident. Clément, peut-être si vous voulez compléter, après on passe rapidement parce qu'après comme ça on passe aux questions de la salle. Oui, merci. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit hein, sur la complexité par rapport à l'évolution du futur. Le problème, si je reprends ce que disait Aurélie, c'est que ça croît. Donc le numérique croît et on n'est pas sûr qu'il fait décroître quoi que ce soit. Il contribue à accélérer les échanges et on a un problème climatique qui est toujours pendant. Donc ça, c'est quand même pour moi la donnée de départ qui fait que cette prudence, bah, elle est aussi à prendre en compte avec ça. Par ailleurs, un des enjeux qu'on a derrière sur justement cette complexité et de quoi ça ferait demain et les investissements actuels, c'est qu'on investit dans des infrastructures électriques pour construire des data centers. Et donc, si ces data centers n'existent pas par crise financière ou alors révolution énergétique, qui paye pour la construction des réseaux électriques? Et ça, c'est aussi un enjeu. Alors certes, c'est peut-être plus cher que ça se joue, mais qui doit être bon. Malheureusement, j'ai pas connaissance de discussion publique à ce sujet, mais qui est quand même, à mon avis, quelque chose qui n'est pas complètement négligeable à un moment où, encore une fois, on appuie très largement sur l'accélérateur, sur des infrastructures qui ont des superficies et des besoins qui sont incommensurables avec ce qui se passait il y a 5 ans. C'est-à-dire, on n'a plus du tout la même discussion sur les data centers aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Alors qu'il y a 5 ans, c'était déjà quelque part un sujet, en fait. Mais aujourd'hui, c'est un énorme sujet. Et pourquoi c'est un enjeu démocratique? Bah parce que tout ça, pour l'instant, on le fait en refusant de mettre en place des dispositifs démocratiques parce que c'est considéré comme un enjeu de priorité nationale et de géopolitique. C'est-à-dire que la CNDP, il y a déjà quelques années, a demandé à faire rentrer les centres de données dans son giron, c'est-à-dire à pouvoir organiser des débats publics sur les sur les centres de données. Ça lui a été refusé. Les idées de faire des projets d'intérêt national, des data centers, des projets d'intérêt national majeur, ça vise à limiter les contraintes environnementales, les pouvoirs du maire, enfin des maires, des élus locaux et des débats liés à l'arrivée d'un centre de données. Donc, on est dans une dynamique où on veut ralentir ça. Et il y a un décret qui est paru le 2 mars qui enlevait également les pouvoirs de la CNDP, puisqu'on en parlait d'ailleurs en ouverture avec la chaire Prent, enlever les pouvoirs de la CNDP concernant les raccordements électriques pour les data centers et d'autres activités, mais visiblement, le but, c'est d'accélérer la possibilité d'installation des data centers. Donc, en gros,
tous les leviers qu'on a pour prendre du temps dans la réflexion et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sont mis en suspens en considérant qu'il y a un enjeu géopolitique international, une stratégie d'accélération à ne pas rater, et sans jamais considérer qu'il y a peut-être d'autres modèles d'intelligence artificielle non générative qui peuvent être intéressants, peut-être plus frugaux, et de développement du numérique qui pourraient remplir un certain nombre d'objectifs qui seraient pertinents. Donc on est en train de verrouiller un certain système technique pour des usages, certes, qui sont inconnus, mais qui aujourd'hui reposent sur un principe qui est a priori extrêmement consommateur. Après, en effet, on ne sait pas forcément à quoi ça ressemblera dans 5 ans. Mais pour moi, tout ça, eh ben, je trouve que c'est dommage, encore une fois, qu'on affaiblisse nos capacités démocratiques pour en discuter et que même si on construit des formes de collaboration entre RTE, les régions, Business France et la cellule d'action de la Direction générale de l'économie, tout ça, ça reste une approche relativement technocratique dans laquelle, où, globalement, la culture sur ces infrastructures n'est pas très partagée. On a dit que les élus locaux devraient monter en compétences, mais bon, l'espace et la temporalité n'est pas vraiment là pour favoriser cette montée en compétences. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque France Urbaine s'inquiète également, a priori, de ces enjeux-là en ce moment. Merci Clément. Je propose qu'on vous donne la parole pour des questions et je souhaiterais vraiment que les questions soient courtes. L'objectif, c'est qu'on profite surtout des réponses des personnes autour de la table. Je vais commencer, mais je vais être un tantinet taquin. Déjà, quelques définitions, parce que je pense qu'on a un problème de vocabulaire entre sobriété et efficacité. Sobriété, c'est ne pas faire. Donc, sobriété numérique en rajoutant quelque chose, déjà, c'est un contresens. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait de l'efficacité dans les data centers. D'accord? Aujourd'hui, oui, on a un service qui est rendu et demain, il sera rendu avec moins d'énergie parce qu'on fait de l'efficacité. Et Nvidia et Google travaillent particulièrement sur ces sujets-là. Et quand on discute avec eux, ça marche. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Ludovic Argin, je suis Orange Expert Énergie et Environnement au sein d'Orange. Je suis aussi conférencier sur les sujets climatiques. Donc, il faut bien poser le sujet. La sobriété, c'est ne pas faire. L'efficacité, c'est faire la même chose avec moins d'énergie. Donc aujourd'hui, on est sur les sujets d'efficacité et pas de sobriété. Et la conséquence de tout ça, ce sera surtout de l'austérité sur les personnes qui seront autour quand les data centers seront ultra prioritaires pour les usages de la nation, qui feront que il faudra alimenter ces data centers coûte que coûte, parce que sinon tout se cassera la figure. Donc je vais faire une autre chose, c'est il y a l'impact des data centers sur le climat et il y a le climat qui impacte les data centers. Aujourd'hui, les data centers sont en train de se mettre sur Paris. Paris est une zone qui est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur extrêmes, 48-49 degrés. Il n'y a pas un système qui marche, pas un système numérique qu'on puisse garantir fonctionnel au-delà de 45 degrés. Pas un. D'accord? Et en même temps, on est en train de numériser et on est en train de se créer une nouvelle vulnérabilité. Donc ça va être un premier truc. Et je vais faire le tantinet taquin. Mais pourquoi on veut parler d'enjeux territoriaux quand on a la fusion qui arrive, quand on a les data centers dans l'espace qui arrivent et qu'on va faire de l'inférence d'IA générative dans les Tesla? Ça, c'est la direction. C'est quelques grands chefs qui peuvent raconter ces bêtises-là. Je vous laisse débattre là-dessus. Bon, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, bonsoir. Moi, c'est super court. Ma question, c'est sur l'eau. En fait, effectivement, les limites par rapport à la ressource en eau. Peut-être qu'il y a des solutions aussi qui viennent de l'eau parce que finalement, quand on prend de la géothermie, jusqu'à présent, c'était plutôt pour réchauffer. Mais finalement, en été, quand on est à 48 degrés, bah, d'utiliser de l'eau du sous-sol, ça peut servir à refroidir. Donc, il y a ce côté solution et problème. Voilà. Et puis moi, ça me rappelle, je suis agronome à la base. L'intensification, finalement, la course à l'accélération, ça ressemble à ce qui s'est passé un petit peu dans le domaine de l'agriculture, mais c'est un film fois 1000 là, en vitesse, hein, ça n'a rien à voir, mais ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, l'eau, c'est utile pour les deux, c'est utile pour l'agriculture et effectivement, le climat fait qu'on aura moins 30% de débit dans les eaux de surface. Donc j'imagine que les eaux souterraines, c'est une solution. Il y en a dans 2 endroits en France, dans le bassin parisien et dans le bassin aquitain. Ouais.
Alors, ça pourrait être très long comme réponse de partir sur l'eau. L'eau, elle est présente à plein moment, encore une fois, dans toute la chaîne, dans tout le cycle de vie. Elle est hyper importante bon, dans les mines, mais aussi au moment de la fabrication des cartes graphiques, parce qu'il faut de l'eau ultra pure pour fabriquer donc ces fameux GPU notamment, et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont majoritairement aujourd'hui fabriqués à Taïwan, même s'il y a des usines qui se construisent ailleurs. Et donc, on est aussi très dépendant de l'état hydrique de Taïwan, en fait, pour toute l'IA. Donc, il y a des problématiques d'eau déjà ailleurs. Et après, donc, au niveau centre de données, parce que je pense que c'était plus là la question. Alors, en fait, il n'y a pas deux sites pareils sur l'eau. Je suis pas du tout Enfin, j'ai regardé ça, mais je ne peux pas me prétendre du tout très, très experte sur la question. C'est hyper compliqué d'avoir vraiment toutes les infos sur l'eau et c'est vraiment hyper dépendant de la zone locale, en fait. Il n'y a pas deux zones qui se ressemblent au niveau de l'eau. Il y a deux choses, en fait, au monde des centres de données. Enfin, il y a les prélèvements d'eau et il y a la consommation. En fait, la consommation, c'est pas sûr qu'elle soit un réel problème, sauf dans les zones en très gros fort stress hydrique, donc dans des zones très désertiques en fait. La question qui peut se poser également, c'est pour l'eau, c'est est-ce que il y a d'autres industries qui ont besoin de cette eau quand on prélève à des endroits, c'est est-ce que c'est en conflit avec d'autres industries, est-ce que voilà, il y a des qualités d'eau qui sont suffisamment, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de traitement de cette eau, etc. Mais en tout cas, il y a pas à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas une documentation très complète au niveau mondial. Je ne sais pas si Clément pourra compléter si c'est plus que moi là-dessus, mais voilà. Ce qui est certain, c'est quand on regarde les rapports environnementaux des grosses entreprises aujourd'hui, moi je trace les courbes un petit peu tous les ans, hein, on voit vraiment qu'il y a une consommation et des prélèvements de plus en plus importants de toutes les grosses entreprises du numérique. Cette croissance, elle est aussi extrêmement importante. Par contre, on peut les conséquences de ça, dire l'eau et enfin, le numérique, c'est le plus gros problème pour l'eau. C'est compliqué de faire cette conclusion, en tout cas aujourd'hui. Il y a clairement un problème. Enfin, il y a clairement des consommations d'eau, mais il ne faut pas non plus peut-être sur-dramatiser, peut-être à des endroits où ça n'est pas, c'est pas forcément l'enjeu principal, on va dire, même si, bien entendu, ça reste un enjeu, mais voilà. Juste faire part d'un projet qui est apparu à un moment donné à Périgueux, au fond des carrières, justement, en sous-sol, justement pour ces questions de température extérieure qui restent relativement stables et assez basses dans ces lieux-là. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas entendu parler, mais c'est vrai que ça fait partie de ces projets, de ces lieux un peu spécifiques. Pardon, c'est un raccourci, c'est le département de la Dordogne et la personne est à Périgueux, mais effectivement, c'est Saint-Albert, non? De Saint-Astier, pardon. Juste pour, juste pour rebondir sur ça, en Italie, parce que moi je viens d'Italie, on a des projets similaires d'hébergement de serveurs dans des caves dans les Alpes, justement parce que la température est très faible et on n'a pas besoin d'équipements particuliers. Non, je voulais réagir sur la partie de l'efficacité. Surtout pour le modèle économique qui se met en place aujourd'hui, il y a très peu de reconversion de bâtiments, justement pour ces raisons-là, parce qu'on arrive très difficilement à atteindre ce niveau d'efficacité. Et du coup, pratiquement, ce qui se passe, c'est que les opérateurs, les porteurs de projets, démolissent complètement le site, soit existant, sous lequel il y avait un data center, mais en friche ou à la place d'une activité économique d'une usine ou d'un entrepôt logistique et reconstruisent à partir de zéro un nouveau bâtiment. Et ça, c'est le modèle qui se développe par la grande majorité. Il y a des opérateurs type Skyway, Opcore, qui a une filière qui s'occupe de data center, qui aujourd'hui arrivent à s'intégrer plus ou moins avec du modulaire dans de l'entrepôt. Voilà. Mais sur ces grands parcs existants, surtout appartenant à des opérateurs logistiques, on a un gros questionnement en Île-de-France parce qu'il y a des hectares et des hectares dédiés à la logistique, qui est un secteur qui ne va pas super bien, notamment en Île-de-France. Et du coup, les propriétaires qui sont les mêmes groupes qu'aujourd'hui essayent de s'imposer dans le marché du data center s'interrogent sur ces actifs immobiliers et
on a peur qu'à terme, il puisse avoir une reconversion d'une partie de ce parc qui est quand même, qui correspond à des millions de mètres cubes de bâtiments. Donc, pas d'autres. Ouais, et d'emplois. Donc, il n'y a pas le même ratio, même si on n'est pas loin sur la partie création d'emplois, qui est un autre sujet en lien avec les data centers. Les opérateurs donnent des chiffres qui se prêtent beaucoup à discussion parce que sous la création d'emplois directs, il y a un ratio très très faible. On peut le mettre en rapport au mètre carré ou au mégawatt, par exemple. Après, le discours est un peu plus large, bien évidemment, parce que tout n'est pas blanc, noir ou blanc. Il y a la partie en support à l'écosystème, donc ça, on en a parlé, hein, la partie usage. Voilà. Est-ce qu'on est en train de penser un projet data center en rapport à un écosystème qui est déjà là ou qui va être là, penser à partir des discours des projets d'un territoire, d'une collectivité, ou à partir d'une filière industrielle qui est en train de se développer sur un endroit donné. Mais là, c'est pareil, la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train d'accueillir? Quel type de data center, ou pour quel type de service, pour quel type de besoin? Donc, on fait de l'IA, on va accueillir de l'IA pour certains types de besoins, on va accueillir de la colocation pour héberger les services des entreprises. Du coup, voilà, l'équation, elle est vite faite. Voilà. Si on voit que le besoin n'existe pas et qu'un projet très important avec des grandes capacités arrive sur un territoire, il faudra vraiment bien se questionner sur voilà, la validité de ce projet. Voilà. Encore des questions dans la salle? Bonjour, Laurent Castagnette, moi je fais des bilans carbone, j'écris des bouquins. Ma question, c'est vous parlez beaucoup de besoins, alors qu'en fait derrière il y a beaucoup d'envie, c'est-à-dire un besoin potentiel futur, donc en fait ça s'appelle une envie. La différence entre le besoin et l'envie, c'est la spéculation. Donc ma question, c'est, donc la spéculation, c'est en fait des investisseurs qui mettent des milliards sur la table. Donc vous avez bien dit des besoins qui sont pour moi vraiment des besoins. Un besoin, c'est donc quelque chose qui est déjà identifié, où il y a vraiment un client qui a, voilà. Et donc, à côté, vous avez la spéculation d'investisseurs qui espèrent, dans quelques années, en offrant quasiment gratuitement des services, en espérant que dans quelques années, ils vont créer un goulot d'étranglement et en fait une dépendance, que ce soit vers les gens ou vers les entreprises. Ok. Les gens se finançant sur la publicité, par exemple, bon, en récupérant le marché de Google, des choses comme ça. Donc, ma question, c'est si la spéculation n'existait pas, quel serait le niveau de développement des data centers aujourd'hui? Ça dépend. Je peux répondre directement. Ça dépend quel type de quel type de spéculation on parle d'un point de vue de l'offre de services, donc des clients, des opérateurs de data centers, ou de la spéculation des porteurs de projets qui ont envie de développer des data centers pour répondre à une demande potentielle de clients. Voilà. Il y a vraiment, c'est très nuancé. Mais je partirai sous la partie de la spéculation des porteurs de projets. Voilà. Donc là, c'est une spéculation, ça veut dire un surdimensionnement de nombre de projets. Ça, c'est ce qu'on constate en Ile-de-France. Ça veut dire par rapport à la demande de clients potentiels qu'il y a derrière, il y a une fois 4, voilà, de nombre de projets. Donc c'est ça le ratio. Surtout pour des grands data centers. Donc c'est des data centers qui dépassent les 100 MW. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une demande forte de la part des opérateurs cloud, donc du client, du développeur du projet, qui veulent s'installer en Europe. Ils ne peuvent plus s'installer, là on l'a dit à plusieurs reprises, hein. Amsterdam, il n'y a plus de capacité. Francfort, il n'y a plus de capacité. Et Dublin, la moratoire, elle est là depuis désormais bientôt 5 ans. Voilà. Et du coup, Paris, c'est une place très attractive, surtout parce on peut facilement construire un discours derrière sur l'énergie décarbonée, sur le rôle de l'attractivité et de la souveraineté économique et numérique, justement. Et du coup, c'est une place qui attire beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la partie cloud. L'autre partie, c'était sur le besoin où on vit. Voilà. Donc, sous la partie colocation,
le besoin il est réel. Parce que par exemple, si on voit les taux de vacances et les taux d'occupation auprès des principaux acteurs de colocation, le marché il est toujours avec une faible marge de taux de vacances. Donc finalement, il y a ce besoin pour les entreprises de délocaliser, de confier à quelqu'un d'autre le rôle d'hébergeur de services et d'infrastructures. Après, pour les autres, donc la partie intelligence artificielle, aujourd'hui, on est sur des annonces très spéculatives parce qu'on est sous la course à l'avenir et comme à chaque fois, on a un horizon très loin, on essaie d'atteindre avec à la fois des annonces et à la fois en essayant de stimuler la demande qu'il y a derrière. Du coup, par rapport aux vrais cas d'usage et aux vrais besoins, là, c'est vraiment une partie sur laquelle il faudrait tous s'interroger sur le niveau de maturité des entreprises pour utiliser l'intelligence artificielle, s'en approprier dans leur process, parce que utiliser de l'IA générative comme assistante dans la rédaction, c'est pas vraiment intégrer l'IA dans ses process de travail, c'est juste voilà, un outil en plus. Hein. Donc, sur ça, il faudrait vraiment s'interroger pour essayer de quantifier. Quantifier, ça veut dire tant de besoins estimés auprès des entreprises pour la puissance de calcul, tant de puissance qu'on va développer auprès des data centers qu'on peut localiser ici, ici, ici. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus, par exemple, dans le domaine de la recherche, en ayant discuté avec le GENCI, qui est un peu l'instance dans laquelle il y a le CNRS et tout l'écosystème de supercalculateurs, sous lesquels une partie se trouve sous le plateau de Saclay. Ce lien entre le besoin de calcul de la recherche et la puissance mise à disposition, elle est faite. Donc, plus ou moins. Mais en réalité, il n'y a pas, pour ce qu'on voit, et ce que j'ai eu comme information, il n'y a pas suffisamment de puissance de calcul pour répondre aux besoins de certaines filières de recherche. Voilà. Donc, il faudrait augmenter ce parc-là, qui n'est pas facile, justement parce qu'il y a une pénurie de GPU, il y a une pénurie d'investissement public autour d'une infrastructure que, dans ce cas-là, est névralgique, très importante. Alors, il est 19h16, donc soit on prend une micro-question, soit il y en a une. Sinon, Sylvain, tu veux poser ta question? Oui. Et Oui. après, l'objectif, mais c'est qu'on sorte à l'heure. Ah, il y a Il y avait une quelqu'un qui dernière levait la question. main, mais je ne vois pas où. Ah oui. Il va falloir faire une question très courte et une réponse On va essayer. courte, s'il vous plaît. Concernant la sobriété, qui est une action que le Shift recommande sur beaucoup d'autres sujets, est-ce que vous avez connaissance de mesures à l'étude, en cours ou à venir vis-à-vis de cette démarche, cette incitation? Oh. Là, ouais, non. Je sais même pas. Excusez-moi, j'ai pris le micro, mais en fait, je sais même plus par où commencer. Donc, euh, en fait, ça dépend à quelle échelle on regarde aussi. Encore une fois, enfin, il y a des personnes qui vont travailler sur faire de la sobriété, qui vont même réfléchir comment on dénumérise. Hein. Il y a des équipes qui font ça, hein, qui vont travailler sur la décroissance du numérique, sur faire sans le numérique. Donc, il y a des gens à petite échelle qui essayent de faire ça. Après, si on regarde à des initiatives à l'échelle régionale, nationale, non, on est plutôt dans aller vers le tout numérique. Il faut tout numériser. Donc à partir de là, on peut pas dire qu'on soit dans une idée de sobriété numérique du tout, en fait. Donc voilà. Donc je pense que la réponse, j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai envie de dire non, mais c'est pas de la sobriété, l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes. On peut pas appeler ça de la sobriété. Alors ça peut ressembler, mais c'est pas ça. Ça c'est un truc de. Ouais. Ok. Sur réponse dans le public. Non, non. Moi, pas sous la sobriété numérique, mais plutôt sous la sobriété, par exemple, foncière.
Il y a tout un sujet. Et sur la sobriété foncière, il y a un dispositif, une orientation réglementaire présente dans le nouveau schéma directeur en région Île-de-France qui, par exemple, a interdit aux porteurs de projets de data center de s'installer sur des terrains agricoles, seulement si il y a des possibilités d'urbanisation. Et du coup, le data center doit les faire de manière obligatoire du recyclage urbain. Après, ça pose des questions parce qu'il va aller dans les mêmes lieux dans lesquels il y a des dynamiques de réindustrialisation. Ça pose des pressions sur le prix au mètre carré au réachat voilà, de foncier. Donc, parfois, une spéculation, une course vers la hausse. Et du coup, parfois, on ne peut pas aller se mettre en compétition. Mais voilà, il existe des instruments pour réguler la partie sobriété, mais foncier. Je vais faire juste une dernière phrase quand même qui est quand même super importante sur ce qui est en train de se passer en ce moment quand même aussi. C'est que cette course à l'IA et à la fabrication de ces cartes graphiques fait que c'est plus compliqué de fabriquer la mémoire et des autres ordinateurs. Et en fait, du coup, ça augmente énormément les prix en fait des autres équipements actuellement. Et ça, peut-être qu'en fait, ça va nous emmener à être de la sobriété subie. En tout cas, ce sera bien subi. Mais peut-être que ça va aussi amener des changements aussi à un moment donné si on n'est plus capable de s'acheter en tout cas tous ces équipements numériques. Une phrase sur la sobriété, c'est pour rire. Parce qu'on n'a pas employé, on n'a pas parlé de cybersécurité. Et donc, en fait, on a des acteurs de l'énergie qui dédigitalisent certains process pour justement se protéger. Alors, nous, Clément, désolé, mais il faut vraiment qu'on sorte du bâtiment, sinon on va rester enfermé ici. Donc, j'aurais juste donné la parole à Sylvain en conclusion, et puis après, on vous libère. Oui, juste quelques mots oui, juste quelques mots pour de nouveau vous remercier pour votre présence. Donc n'hésitez pas à poursuivre les échanges lorsqu'on sera sorti de l'amphithéâtre. Nous, c'est la première fois où les étudiants nous sollicitent pour travailler sur cette thématique. Donc on espère pouvoir poursuivre dans les prochains mois ces travaux. Il y a des projets locaux, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais moi j'aurais voulu poser une question sur, on entend beaucoup parler d'un On posera la question en dehors du bâtiment. ah, mais du côté de Bordeaux-là, qu'on entend beaucoup dans les médias, donc j'aurais voulu savoir un petit peu, avoir des éléments. En tout cas, voilà, je vous remercie de nouveau pour votre participation et merci beaucoup. Merci. Merci pour l'organisation. Au revoir.